Bonjour et bienvenue dans Légistream, l'émission Twitch de la chaîne parlementaire que j'ai le plaisir de présenter, d'animer avec mes collègues et amis. Fanny Veil, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et Hugo Auperchoir, salut. Bonjour. On était il y a quelques instants déjà sur Twitch pour ceux qui nous suivent et qui continuent de nous suivre. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vincent Jeanbrun. Bonjour. Bonjour, vous êtes député droite républicaine du Val-de-Marne. Et alors, première question pour la présidence du parti, justement, les Républicains. Vous avez choisi votre camp. C'est celui de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas miser sur le mauvais cheval ? Moi, je mise sur la formation politique, sur les militants. Et donc, on a besoin demain d'un président de parti qui soit à plein temps, qui soit déterminé à mettre les mains dans le cambouis, à se taper la réunion avec le prestataire de base de données, avec le prestataire de com et événementiel, avec régler le conflit entre un président de fédération et, je sais pas, son responsable jeune. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et Laurent a démontré, en ayant pris sur lui de porter ce qu'on a appelé le processus de refondation ces derniers mois, qu'il était prêt à le faire, qu'il avait le temps pour le faire. Maintenant, vous savez, la politique, elle est merveilleuse, c'est que c'est la campagne qui fait l'élection et qui fait la victoire, et certainement pas les sondages. Donc, on a deux bons candidats. Le ministre de l'Intérieur est un bon candidat, c'est un bon ministre de l'Intérieur. Il a le soutien des parlementaires dans son action au gouvernement. Mais maintenant, chacun son style, chacun ses projets. Et je crois que le rythme que s'impose Laurent Wauquiez à faire plus de 120 déplacements le matin, le midi, le soir, il tourne dans toutes les fédérations de France, fera la différence. Il est pas très actif à l'Assemblée nationale non plus, c'est pour ça qu'il a aussi du temps. Je ne suis pas d'accord. Très prise de parole depuis l'élection. Et on ne l'a pas beaucoup vu, notamment sur le texte sur la loi du narcotrafic. Certains disent, si le président de groupe prend toutes les prises de parole, on dit il pense qu'à lui, machin. Et quand il donne justement aux députés du groupe l'occasion de prendre la parole, de se mettre en avant, etc., là on dit dis donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas la parole. À un moment donné, il faut être sérieux. Il n'y a pas un juste milieu à Laurent trouver. Wauquiez, il a pris la parole 3 fois. À chaque fois qu'il y a eu une discussion de politique générale, il y a eu un fait marquant à l'Assemblée nationale, notre président de groupe a pris la parole, Laurent Wauquiez a pris la parole et a dit clairement les choses. Donc on peut lui faire plein de procès, mais celui-là, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, tous les députés de la droite républicaine confirment que depuis qu'il est président du groupe, on a retrouvé une stature, on a retrouvé une aura, on a retrouvé une voix claire. Donc là-dessus, soyez un peu sérieux, quoi. J'ai envie de dire, sauf ceux qui pourraient soutenir Bruno Retailleau. Il y en a qui sont un peu plus nuancés sur Laurent Wauquiez. Encore une fois, n'essayez pas de diviser des gens qui n'ont pas vocation à être divisés. C'est une campagne interne. On est entre gens d'une même formation politique, une même famille politique. Et il y a des gens qui trouvent que, comme c'est mon cas, que le ministre de l'Intérieur fait un bon travail et le soutient en tant que ministre de l'Intérieur. Maintenant, il y a une élection interne. Moi, je préfère celui qui, depuis des mois, travaille à la refondation. Et pour mes collègues députés qui ont choisi de soutenir Bruno Retailleau, ça ne les empêche pas de dire que Laurent Wauquiez est un bon président de groupe. Vous voyez, on est en interne, là, on n'a pas d'ennemis dans cette campagne. Il y a des concurrents, on propose des choses différentes aux militants. Je pense que ça va bien se passer. En tout cas, moi, à titre personnel, je fais tout pour que ça se passe bien. Et vous pouvez nous parler de la bataille des cartes. C'est vrai que c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas beaucoup, mais de tous les contacts que j'ai à LR autour, on nous dit que c'est la bataille des cartes, que Laurent Wauquiez fait une grande campagne sur les cartes. C'est quoi les fameuses cartes ? Alors, en fait, comme dans toute association, vous adhérez. Et chez nous, dans les partis politiques, de manière générale, quand vous adhérez, vous obtenez une carte d'adhérent. Oui, parce que vous parliez de militants, là on parle d'adhérents. Oui, alors à droite, c'est plutôt pareil. Quand on est adhérent, c'est qu'on milite pour la cause. Oui, mais voilà, mais qu'on comprenne bien les termes. C'est bien les mêmes. Donc pour pouvoir voter, il faut être adhérent à jour de cotisation. Et la date limite, je le redis, c'est le 17 avril. Donc si vous voulez prendre votre carte, c'est maintenant, n'hésitez pas. Et à partir du 17 avril, la liste électorale est figée. Donc oui, en ce moment, chaque candidat va à la rencontre des anciens adhérents qui n'ont pas forcément renouvelé, sont mis à jour, ou des gens qui se disent je n'étais jamais engagé, mais là c'est peut-être le bon moment, et j'ai entendu Laurent Wauquiez dans tel média, ça m'a donné envie de m'engager, donc hop, on y va. Et je termine sur les cartes et après je laisse mes collègues poser les questions, mais on entend souvent aussi dans cet aspect-là, ils font signer les parents, ils font signer les enfants, les frères, les sœurs, les cousins pour gonfler peut-être aussi artificiellement les voix pour tel et tel. Est-ce que il n'y a pas une forme, pas de tromperie sur l'élection, mais c'est en gros, vas-y, vote pour moi à l'élection des délégués. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cet aspect-là de faire gonfler un peu les votes pour son candidat ? Parce que vous savez que sur la base actuelle, vous ne gagnez pas. Je discutais tout à l'heure avec un ancien du MJS qui me disait vous êtes des enfants de cœur à côté de nous, parce que nous, on avait ce qu'on appelait les cartes bottins,
où ils prenaient carrément des bottins du téléphone et ils remplissaient des fausses cartes sans que jamais personne ne soit au courant. Et l'anecdote allait jusqu'à m'expliquer que dans le Loiret, il y avait plus de jeunes socialistes que de jeunes officiellement déclarés à l'INSEE. Et qui vous a dit Donc, ça? Parce que c'est ça qui nous intéresse, ça, du coup. Un ancien du MJS. Qui est député. On ira enquêter, alors. Il On est ira pas enquêter. député. Mais en l'occurrence, nous, on n'est pas du tout là-dessus. Au contraire, d'abord parce qu'on a appris des erreurs du passé. Et aujourd'hui, on avait un bureau stratégique ce matin. On a redit les process. Et il y a tout un tas de garde-fous, y compris électroniques. En fait, on ne peut pas adhérer plus de 4 fois avec la même carte bleue. On ne peut pas mettre plus de 4 fois le même téléphone portable, etc. Donc pas de Ça, c'est retour une de la chose. COCOE. C'est ce que j'allais dire. J'espère pas de retour de la COCOE. Non, pitié, surtout pas. Mais voilà, mais c'est quelque chose que la vous... COCOE, c'est cette commission de contrôle qui a été réalisée pendant des années. Donc là-dessus, il y a déjà des garde-fous. Et puis derrière, vous avez des familles dans lesquelles parfois il va y avoir une seule personne qui reste adhérente parce qu'on reçoit les mails, etc. Et qui effectivement va avoir envie de faire réadhérer tous les membres de la famille au moment où ça vaut la peine. Et ça, c'est un truc que Laurent Wauquiez veut changer, c'est-à-dire dire à un moment donné, finalement, qu'on soit adhérent à jour ou pas à jour de cotisation depuis 3 ans, en fait, on reçoit les mêmes mails, on a les mêmes invitations, les mêmes contenus. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre celui qui est à jour et celui qui est juste un sympathisant qui suit l'actualité et la vie. Et c'est pour ça qu'il avait proposé dans le cadre de la refondation qu'on puisse avoir un statut de sympathisant, où là, pareil, on a les informations, on a un certain nombre d'invitations, etc. Et puis un vrai statut de l'adhérent, où celui qui fait l'effort de payer une cotisation, qui fait partie de manière active du mouvement, lui, il a des droits supplémentaires, notamment d'investir ses candidats. C'est aux adhérents de décider qui est candidat pour porter nos couleurs, de faire des référendums internes pouvant aller jusqu'à des propositions de loi. C'est-à-dire finalement, on dit à nos adhérents, voilà, les députés ils sont là aussi pour porter les propositions de loi. Donc on redonne la parole à l'adhérent de manière plus spécifique. Alors vas-y. Non, il y a une question dans le chat. Et promis après, Non, je me vas-y. tais. Ah, mais parce qu'il faudrait qu'on C'est parle d'autre Drakeos chose qui est un ancien Pas très parité, militant. je veux pas dire. Drakeos qui est un ancien militant LR qui nous dit la HATVP a invalidé une grande partie des parrainages de Monsieur Wauquiez. Pouvez-vous nous en parler? Le chiffre étant très largement réduit et Monsieur Retailleau passant ainsi devant en nombre de parrainages. D'abord, c'est pas l'enjeu de cette élection. Et je ne voudrais pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Mais comme la question est très claire, j'y réponds de manière très claire. La haute autorité n'a absolument pas invalidé les parrainages de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a apporté, comme Bruno Retailleau, des parrainages sur fichier Excel. Il y en avait un peu plus de 2000 pour Bruno, à peu près 900, c'est-à-dire pile poil, c'est 2 fois le nombre minimum du côté de Laurent, sur le fichier Excel. La haute autorité n'a pas pris le temps de comptabiliser les bulletins papier, considérant qu'au-delà de 400 et quelques, les 2 candidats avaient suffisamment de parrainage. Et là où il y a eu une forme de maladresse, à minima, pour ne pas dire une erreur, c'est que là où d'habitude la haute autorité se contentait de communiquer une chose toute bête, c'est 2 candidats ont atteint le nombre minimal requis de parrainage. Là, la haute autorité a dit ils les ont atteints et ils nous ont fourni sur ce fichier Excel 2000 et quelques pour Bruno, 900 et quelques pour Laurent. Mais là où je dis que c'est d'une maladresse, sans remettre en cause l'honnêteté des membres de la haute autorité, mais c'est que tout simplement, personne n'a pris la peine de comptabiliser les bulletins papier apportés par Laurent Wauquiez. Et il y a donc plusieurs milliers, on parle de 7000 adhésions papier. Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a des adhérents qui ont fait l'effort en fait, de remplir leur nom, leur prénom, mettre leur carte d'identité, etc. Et en plus, ça a fait que dans la presse, il y a eu une polémique complètement absurde sur il a déclaré 7000, mais en fait, il n'en a pas 7000, etc. Donc, les parrainages n'ont pas été invalidés, simplement, ils n'ont pas été comptabilisés. Et personnellement, je le regrette. Je me dis qu'il n'est pas trop tard pour les compter et démontrer qu'en fait, il y avait bien le bon nombre des 2 côtés. Après, l'enjeu, encore une fois, c'est quel programme, quelle envie, quelle vision pour la formation politique. Le reste, c'est de la tambouille. Il ne faut surtout pas qu'on se laisse berner par ça. Est-ce que le vainqueur des Républicains, des LR, aura vocation, éventuellement en 2027, à être le candidat d'un bloc central? C'est justement pas la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, c'est possible. Du coup, on vous la pose maintenant. Mais, bien sûr. Anticipe. Mais je pense que c'est 2 questions totalement différentes. Quand vous avez une famille politique qui est en pleine forme, qui est déjà totalement opérationnelle, vous pouvez dire, naturellement, le président du parti va aller à l'élection présidentielle. D'où ma question. Là, aujourd'hui, celui qui a une ambition présidentielle doit bien se rendre compte que même si la droite républicaine a repris des couleurs, on a des ministres qui sont à la tâche au gouvernement, on a un président de groupe et un groupe qui est solide ici à l'Assemblée, il travaille aussi au Sénat, bref, on est là. Mais on part de très très loin. On part d'un score à moins de 5% à la présidentielle. Eh oui.
le mouvement en tant que parti politique, dans sa capacité à s'organiser, dans sa logistique, etc., est exsangue. Donc la priorité des priorités, avant d'avoir une ambition présidentielle, c'est de se dire comment on remonte une formation politique, comment on recrée l'outil, en fait, qui nous permet de rassembler autour de nous tous les sympathisants et les adhérents de la droite qui partagent un certain nombre de valeurs. Et de là, on se dit quel est le bon candidat pour amener nos valeurs à gagner. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi se donner un horizon un peu ambitieux pour se donner les moyens de reconstruire ? Bien sûr, il faut se donner un horizon ambitieux, sauf que cet horizon, il se dégage. On peut commencer à l'apercevoir à condition d'avoir une famille politique en état de marche. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ne confondons pas ce petit regain d'énergie qui nous a été donné d'abord par Michel Barnier en étant le Premier ministre de la France, puis prolongé par les ministres qui sont à la tâche, et puis encore une fois une parole claire du côté de l'Assemblée. Il ne faut pas confondre ça avec ça y est, les Français nous attendent, etc. C'est pas vrai. Et je pense qu'il faut cette honnêteté intellectuelle pour se dire ouais, on part de loin. Pour autant, on a des convictions, on est convaincu d'avoir des solutions à apporter aux problématiques du pays. Et ben, on se met au boulot, on recrée l'outil, et ensuite, on regardera tous les talents, parce qu'il y a plein de talents dans cette famille politique, lequel est le mieux placé pour être désigné par nos adhérents. Je précise qu'avec Laurent Wauquiez et un certain nombre d'élus partout en France de la droite républicaine, on est contre une primaire ouverte pour désigner notre candidat. On considère qu'il faut d'abord qu'il soit choisi par les adhérents, et ensuite, ce candidat, il portera nos valeurs, nos couleurs, et ça ne veut pas dire qu'il discutera avec personne, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il est notre porte-parole dans l'élection présidentielle. Ça, on a lancé une pétition là-dessus avec Laurent Wauquiez qui fonctionne très très bien. Donc pas de primaire ouverte. Nos adhérents ont été un peu traumatisés. Aujourd'hui, il est dans les statuts, donc c'est quelque chose qu'il faudra trancher et que le prochain président du parti aura vocation à trancher. Et avec le socle commun ou pas ? Et non, justement, pas de. Aujourd'hui, il y a une primaire ouverte dans nos statuts. Plus personne n'en veut. C'est pour ça que Laurent Wauquiez a proposé cette pétition. Il va falloir changer nos statuts. Moi, je suis pour un mode de désignation d'abord en interne. Ça veut dire qu'il peut y avoir un vote. On fait voter les adhérents, on fait voter les militants. Et puis une fois qu'on a un candidat qui porte nos valeurs, charge à lui de les faire gagner ou éventuellement de discuter en notre nom. Mais d'abord, on désigne en interne. Et on nous demande dans le chat, est-ce qu'il faut changer le nom du parti ? Certains ont vu dans le changement du nom du groupe à l'Assemblée nationale par Laurent Wauquiez en droite républicaine. Bon, beaucoup se disent que potentiellement LR pourrait s'appeler la droite républicaine dans quelques mois, quelques années. C'est une possibilité ? En fait, changer de nom pour changer de nom, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas parce que vous changez le nom d'un restaurant où vous avez tendance à faire des intoxications alimentaires, vous en parliez tout à l'heure, que pour autant ce sera meilleur. Donc c'est le fond qui compte. Maintenant, ça n'empêche pas d'ambitionner de changer effectivement la dynamique, le nom. Moi, personnellement, j'y suis favorable. On en a beaucoup parlé dans le processus de refondation. Mais ce qu'a toujours dit Laurent Wauquiez, c'est que c'était pas l'essentiel, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que c'est aux militants de choisir. Ah oui. Posons-leur la question. Que ça ait un sens d'adhérer, en fait. Qu'on dise aux adhérents, est-ce que vous pensez qu'il faut changer de nom ? Oui, non. Et si c'est si oui, lequel oui, ou faites des propositions et on fait remonter. Moi, j'étais maire pendant 10 ans. Quand on construisait une nouvelle école, j'ai eu le plaisir d'en construire 2 en 10 ans de mandat, on a demandé aux élèves de choisir des noms, il y a une shortlist, etc. Ça crée une émulation et le côté appropriation, en fait. Donc, moi, je changeais de nom, j'y suis favorable à titre personnel. Si les adhérents nous disent non, LR, ça nous va très bien, restons LR. Et si les adhérents nous disent ouais, ce serait sympa, et puis voilà le nom dont on rêve, on y va. Voilà, c'est aussi la démocratie. Allez, on va passer au texte sur le narcotrafic. Oui. Voilà, un texte qui vient du Sénat, qui a été voté à l'unanimité, qui est arrivé donc ici à l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui accusent ceux qui soutiennent ce texte de détruire l'état de droit ? C'est terrible, cette espèce de schizophrénie. C'est-à-dire qu'on a des élus de gauche, pour ne pas les citer, qui sont en train de nous expliquer que quand on veut protéger les Français d'une activité criminelle majeure, qui tue plus que le terrorisme en France, il y a un mort lié au narcotrafic tous les 2 jours et demi, 3 jours et demi. On leur dit, est-ce que vous voulez protéger les Français ou non ? Ils nous disent, il n'y a pas besoin, les lois sont déjà parfaites pour le faire. Soit c'est de l'aveuglement absolu, soit c'est de la mauvaise foi absolue. Ce texte, il est essentiel. Il est essentiel. On a aujourd'hui des policiers qui font le maximum sur le terrain, mais qui ont souvent l'impression de vider la mer avec même pas un verre d'eau, avec un dé à coudre, parce qu'en fait, les outils législatifs ne sont pas adaptés. La justice,
elle est exsangue, elle est fatiguée. Il faut leur donner un cadre et des lois qui leur permettent de taper là où ça fait mal. Est-ce que c'est pas juste une question de moyens aussi? Probablement, mais il y a moyen et il y a doctrine en fait. Moi, je suis d'origine italienne. L'Italie, elle a inventé la mafia, c'est là-bas que c'est né, mais elle a aussi inventé l'anti-mafia. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à casser la mafia. Ils ont réussi à casser une mafia en plus extrêmement bien installée dans les profondeurs du pays. Donc ils l'ont fait en donnant des moyens C'est ce humains, que j'allais vous dire, avec des moyens démesurés. financiers, pas démesurés, des quand moyens même. essentiels et des tribunaux spéciaux, des prisons spéciales, des régimes spéciaux pour les détenus. Vous voyez bien que c'est pas tant et ça une le capacité à sujet. saisir. C'est pas tant ça le sujet que le fait d'aller ouvrir donc des objets connectés à distance, par exemple, et de pouvoir les consulter, d'aller donc piocher dans certaines messageries qu'on appelle cryptées, le chiffrement. Voilà, c'est plutôt ces questions-là. Le fameux dossier coffre aussi, qui permettrait de ne pas livrer toutes les informations. Le dossier coffre, il est essentiel. Il est essentiel que les gens doivent comprendre. Et donc on arrête le débat contradictoire et C'est totalement l'état de droit. Est-ce que vous avez l'impression que quand on a lancé le parquet antiterrorisme, on a cessé d'être dans un état de droit en France? C'est quand même aliéner un peu les droits de la défense, puisqu'ils n'ont pas accès à certaines pièces. Donc on ne peut pas te défendre sur des pièces qu'on n'a pas entre les mains. Pas du tout, notamment parce que l'objectif, c'est simplement sur la méthode d'investigation. Où en fait, on a réussi à en attraper un, mais c'est de la criminalité organisée. C'est une bande. Donc il ne faudrait pas que le premier qu'on a réussi à attraper puisse prévenir ses petits camarades en disant « moi, ils m'ont eu par telle application, ils ont eu sur Snapchat, etc. » Donc qu'on puisse dire à l'avocat et à son client « vous êtes accusé de cela, voilà les preuves avec lesquelles on vous accable ». C'est évident, ça c'est les droits de la défense. Maintenant qu'ils soient au courant de toute la procédure d'enquête et de où est-ce qu'on a réussi à tirer la ficelle, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf. Oui, mais la procédure, c'est souvent l'argument des avocats. Ces gens tuent, oui, j'entends bien, mais ces gens tuent comme des terroristes. Bien sûr. Et c'est pour ça que, oui, sur le terrorisme, à un moment donné, après les drames qu'on a connus dans notre pays, il a fallu se donner des moyens supplémentaires. Tout ça ne se fait pas dans le bureau du ministre de l'Intérieur tout seul, hein. Il y a des juges qui sont nommés. Le dossier coffre, il ne se fera pas tout seul non plus. Il y a des juges. Donc, soit on fait confiance à notre état de droit et à notre justice et on considère que s'ils décident dans leur procédure de dire là, c'est de la criminalité organisée, on ne va pas leur expliquer nos méthodes d'enquête, donc on fait le dossier coffre. C'est pas une décision arbitraire, hein. C'est des juges à qui on fait confiance. C'est soumis à autorisation et vous dites que pour vous, il y a assez de garde-fous. Bien sûr. Okay. Et on les a déjà sur le terrorisme, en fait. Faut être clair. Donc là-dessus, il faut se doter de ça absolument. Sur les messageries cryptées, il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse vraiment bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des garanties de ne pas ouvrir à des hackers potentiels des backdoors sur les messageries. Oui, mais tous les experts vous etc. disent que c'est... Enfin, désolé, mais c'est va... stupide comme proposition, puisque ça sert à rien de mettre un loquet où quelqu'un peut accéder. Si la police peut y accéder, les hackers ou les... iront forcément. Tout le monde peut y aller, en fait. Donc, je ne dis pas que c'est stupide. Je dis qu'il faut... Ah non, mais eux le disent que c'est stupide. Il faut de toute façon réussir. Vous savez, à titre très personnel, vous savez, en tant que maire de La Île-et-Rose, j'ai été attaqué pendant les émeutes avec ma famille. Et l'enquête est toujours en cours. Et l'enquête est toujours en cours. Voilà. Les policiers ont été extraordinaires, la justice, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Mais aujourd'hui, on n'a attrapé personne et on n'a même pas le début d'une piste. Et je me souviens de cette discussion où on m'a dit, nous, on a été au maximum de ce que la loi nous permet de faire. C'était étonnant comme façon de le dire, donc je me dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, on me répond, en fait, il existe d'autres pays où on aurait pu aller plus loin, notamment sur les téléphones, les messageries cryptées, etc., les applications. Et donc, il me donnait l'idée de dire, en fait, il y a des pays où c'est géré par la justice aussi, il y a des garde-fous, etc. Mais dans une situation comme celle que vous avez connue, on aurait pu demander aux opérateurs quelle était l'activité des téléphones. À cet endroit-là, précisément, à cette date-là. Et exactement. Et pourquoi pas lancer des moteurs de recherche qui fassent que, par l'intelligence artificielle, on sait le faire aujourd'hui, remonter tous les mots qui auraient pu être liés à La Île-et-Rose, mairie de La Île-et-Rose, le maire, mon adresse, etc. Et potentiellement, le cadre légal, encore une fois sous le contrôle d'un juge, avec tous les garde-fous nécessaires, peut-être qu'on aurait pu retrouver les agresseurs, parce qu'il est fort probable que, comme ils étaient plusieurs, ils se sont organisés, ils se sont parlé, ils ont écrit quelque chose, et ils l'ont fait remonter. Donc, il faut être clair, et c'est pas pour rien que c'est sorti quasiment à l'unanimité du Sénat, il faut qu'on s'adapte
Vous savez, c'est la fameuse bataille, l'épée et le bouclier qui doivent s'adapter. Ils utilisent des drones. Laissez-nous utiliser des drones, et notamment au niveau des polices municipales. Et ils utilisent des messageries cryptées. Trouvons les moyens de casser ces messageries cryptées. Faisons-le de manière intelligente. Prenons les garde-fous. Et attention, encore une fois, il ne faut pas réagir à chaud. Mais là, les sénateurs ont travaillé dessus. Les services du ministère de la Justice, du ministre de l'Intérieur, ils ont fait beaucoup d'allers-retours avec le Conseil constitutionnel. C'est pas pour rien. Et donc, c'est peut-être pas parfait, mais c'est pas stupide. Vous parliez justement, excusez-moi, du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'elles ont une chance d'être adoptées cette fois-là? Parce qu'elles ont été censurées, ces mesures, en 2023. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Est-ce qu'elles ont une chance de passer? La backdoor n'est plus dans le texte. Exactement, elle a été retoquée. Pour l'instant, elle n'y est pas, mais je pense qu'il faut absolument, soit ici, maintenant, soit dans une autre loi, la remettre. Bah, c'est trop tard pour le backdoor, vu que le texte arrive au vote solennel. Oui, bien sûr, mais après... Mardi prochain, Je fais partie des gens qui désespèrent jamais. Et en l'occurrence, il faut vraiment comprendre et que nos concitoyens comprennent qu'il ne s'agit pas d'espionner les citoyens pour le plaisir de les espionner, ce n'est pas du tout le sujet. Mais qu'on puisse permettre à un juge d'instruction de se dire, là, il y a un fait, des faits suffisamment concrets pour qu'on ait envie de monter d'un cran sur la capacité à faire. Et je rajoute d'ailleurs que c'est un peu comme au Tracfin, vous savez, celui oui, bien sûr. ces outils qui chassent les fraudes financières, c'est beaucoup d'intelligence artificielle, de robots qui scrutent les comptes et qui vont détecter ou pas des anomalies. Et l'humain n'intervient qu'en bout de chaîne. On pourrait tout à fait avoir des outils de cette nature sur les réseaux sociaux, les messageries cryptées. S'il y a 8 fois le mot bombe dans une conversation, qui puisse, hop, ça remonte à un opérateur. C'est peu crédible que des terroristes en puissance écrivent la bombe est prête. Surtout s'ils savent que cette disposition est dans la loi. Enfin, sauf si c'est des teuteux, hein, c'est possible. Mais pour faire des bombes, c'est pas trop des teuteux. Des jeunes ne font pas des bombes. Enfin, mais ils ne sont pas forcément au courant que c'est dans la loi. Oui, enfin, si c'est des terroristes... Envisageons-les. Prenons l'exemple de la drogue, puisque c'est de ça dont on parle sur le narcotrafic. Que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur, parce qu'encore une fois, il n'y aurait pas de trafic s'il n'y avait pas des acheteurs, si on leur coupe ces moyens-là, c'est quand même intéressant. Le Uber Sheet, comme on dit, vous savez, maintenant on commande directement sur Snapchat, etc. Vous connaissez, hein, oui. Mais je peux faire les tests, moi je ne consomme pas, mais je connais, puisque un Français sur deux a déjà fumé du cannabis, donc faut pas être... Et surtout en France, oui, bien sûr. Surtout en France, faut pas être hypocrite. Tout le monde, enfin, on connaît tous des gens, enfin, je trouve que... Bon, bref, je sors de mon neutralité, mais il y a une hypocrisie folle sur le cannabis en France. On sait tous, enfin, on en voit tous des potes en soirée qui fument du cannabis, quoi. Oui, mais c'est pas une raison pour considérer que c'est bon pour la santé et que c'est bon pour notre société. Donc, on peut avoir le débat, hein, c'est un autre débat, mais on peut l'avoir. Je connais aussi des copains, j'étais lycéen, j'étais étudiant, qui conduisaient alors qu'ils avaient bu un verre de trop. De fait, c'est illégal. Voilà. Et je pense que quand ça s'est bien passé, tant mieux. Quand il y a un accident, c'est moins bien. Du coup, quand est-ce qu'on interdit l'alcool ? En tout cas, mais c'est encadré. C'est encadré, l'alcool. Alors pourquoi on ne peut pas encadrer le cannabis ? Ce débat-là, je veux bien l'avoir avec vous, d'autant que moi, je suis plutôt dans le camp des gens qui sont responsables et donc pour la responsabilisation des gens. Par contre, l'argument qui consisterait à dire il suffit de légaliser le cannabis pour qu'il n'y ait plus de crimes organisés, c'est totalement faux. Aujourd'hui, vous le savez, le premier générateur d'argent pour le crime organisé, c'est... Le cannabis ? Non. La cigarette de contrebande. Parce que la cigarette est autorisée, mais encadrée. On encadre le prix, on encadre les quantités, etc. Et donc, le gros de la recette aujourd'hui de la contrebande, et puis en plus, comme on risque pas grand-chose à dealer des cigarettes de contrebande, c'est quand même aussi le gros des opérateurs du trafic. Et en l'occurrence, c'est légalisé. Donc sur le cannabis, ce serait pareil. Vous allez mettre un taux, vous allez mettre un âge. On ne pourra pas consommer du cannabis avant tel âge. Il y aura un taux de THC, cette fameuse molécule qui fait changer d'état de conscience. Et tout ça, parce que ce sera encadré, permettra un marché parallèle. Sauf que quand vous c'est interdit tout court, c'est quand même beaucoup plus simple de dire là il y en a pas, que ah oui mais alors attendez. En fait l'interdiction du cannabis c'est une simplicité si on vous écoute. Si le cannabis reste interdit, c'est plus par facilité que par... C'est pas que par facilité, parce que c'est quand même quelque chose qui a un impact sur le développement cognitif des enfants. Les études médicales sont quand même assez fortes là-dessus. Les adolescents aussi, oui, bien sûr. Vous avez raison, on pourrait avoir des discours sur d'autres choses, d'autres produits qui abîment la santé, mais en l'occurrence, puisqu'on parle de narcotrafic, cette criminalité organisée, il faut lui couper les ailes, que ce soit sur le cannabis, la cocaïne ou autre chose. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Cette loi est une grande étape
mais il faudra qu'on aille encore beaucoup plus loin. Dernier point, parce qu'il nous reste 5 minutes. On voulait revenir avec vous sur les retraites. Les retraites, et donc on est parti avec un conclave, ils étaient 8, ils sont plus que 5 maintenant, de l'aveu même, alors je ne sais pas si c'est un aveu ou si c'était une stratégie, vous nous direz peut-être votre sentiment là-dessus, mais François Bayrou, donc le Premier ministre, l'a annoncé, voilà, le retour à 62 ans, c'est niette. Est-ce qu'il peut encore servir à quelque chose, ce conclave? Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence politique? La séquence politique, c'est que François Bayrou, et je peux le comprendre, hein, il a envie de durer. Il a envie d'un gouvernement. Alors c'était peut-être pas le bon. Son égide longtemps. Donc au départ, mais on reprend la séquence depuis le début. Donc au départ, il fait ce cadeau aux socialistes. Ah d'accord. Alors vous revenez à la genèse de la stratégie. D'accord. Il fait un cadeau aux socialistes. Puis ensuite, il rentre dans les profondeurs du budget de la France et il voit que le pays est en faillite. Et il se rend compte que de toute façon, la question de l'âge de la retraite ne peut pas être sur la table. C'est pas possible. Parce que déjà. Donc il a signé son arrêt de mort politique, là, du coup, c'est ça que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Je dis simplement que maintenant, chaque camp à l'Assemblée nationale doit pouvoir choisir s'ils sont pour le camp de la stabilité et un gouvernement qui est au travail, ou bien est-ce qu'ils veulent remettre une pièce dans la machine et qu'on reparte sur une censure et donc le chaos pour notre pays. Je crois que les Français maintenant ont bien mesuré à quel point, quand il y a censure et changement de gouvernement, tout est bloqué, on perd du temps, on donne une image catastrophique de la France, on perd des positions, ça a l'air anecdotique, mais des positions à Bruxelles et dans toutes les instances internationales. Quand vous ratez 4-5 réunions d'affilée, vous avez tout perdu, la France n'existe plus dans les réunions internationales, c'est terrible. Donc voilà, Marine Le Pen aura cette question à se poser, dans quelques jours elle aura son procès et plutôt le jugement du procès. La fin, oui, bien sûr. On verra ce qu'il en est pour elle. C'est vrai qu'il y a des bruissements qui disent que... si jamais elle était condamnée, elle se vengerait par une censure. On entend que le Parti socialiste, même s'ils hésitent encore beaucoup, est un peu fâché par rapport au conclave. Mais bon, la vérité, c'est que François Bayrou a eu raison de le dire, peut-être pas tactiquement, mais par contre, dans une logique de dire la vérité aux Français, on n'a pas les moyens. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le financer. C'est pas possible. Parce que moi, j'ai vu à l'Assemblée, on a débattu, moi je suis tout jeune député, je suis arrivé l'été dernier, on débattait de savoir s'il y aurait un déficit à 15 milliards, si on faisait des réformes peut-être à 5 milliards, etc. Mais ce n'est pas le vrai chiffre. Le vrai chiffre, c'est qu'on dépasse les 60 milliards de déficit. Parce que chaque année, depuis des années, il y a une subvention d'équilibre de l'État. Oui. Donc en fait, c'est cette subvention d'équilibre au déficit, plus le nouveau déficit qu'il faut compter. Donc l'âge, ce n'est pas le critère. Par contre, réforme des retraites, on peut en débattre, c'est perfectible. Quid de la retraite par capitalisation au moins en partie, quid de la pénibilité. Les carrières longues. Carrières longues, moi j'ai toujours été d'accord sur le fait qu'il faut pouvoir la remettre, pourquoi pas en discussion, mais pas sur l'âge parce que juste on n'a pas les moyens. Et puis on ne peut pas être le seul pays d'Europe et au monde à travailler si peu. Vous avez mentionné certaines pistes, mais est-ce qu'on peut demander par exemple aux entreprises de cotiser plus? Est-ce qu'on peut demander aux salariés aussi de voir leur cotisation augmenter? Est-ce qu'on peut penser aux retraités, les mettre à contribution? C'est des solutions que vous trouvez bonnes, ça? Alors, je pense qu'il faut qu'on arrête de taxer le travail dans ce pays et considérer que ceux qui travaillent aujourd'hui, qui font le choix de travailler, ceux qui ont travaillé toute leur vie, il faut juste les laisser tranquilles et au contraire leur donner de l'air, de l'oxygène pour qu'ils respirent. Et donc on se prend sur les retraités. Non, justement, j'ai dit ceux qui ont travaillé toute leur vie. Même les retraités qui touchent beaucoup. Mais ils ne l'ont pas volé, d'une part. Non, mais les chômeurs non plus. Et deuxièmement, ils l'ont... je ne dis pas qu'ils l'ont volé, sauf que ceux qui font le choix, alors qu'ils pourraient travailler, de ne pas travailler... C'est un choix, le chômage? Ah non, oui. Parfois c'est un calcul. Et je le dis d'autant plus, j'ai l'occasion de le raconter dans mon livre, que dans ma propre famille, à un moment donné, mes parents ont fait le calcul que ma maman qui s'était arrêtée de travailler pour nous élever avec mon frère, ça allait coûter plus cher si elle retournait travailler. Ils allaient perdre en fait en pouvoir d'achat par rapport au fait de rester à la maison. Donc elle l'a pas choisi au sens où c'était pas sa volonté. Mais il y avait un si faible écart entre aller travailler et les allocations que ça, pendant quelque temps, ça n'était pas rentable. On vit dans un pays aujourd'hui où dans certaines situations, une famille avec 2 parents et 2 enfants, s'il bénéficie d'un logement HLM en Ile-de-France, la famille qui ne travaille pas a un pouvoir d'achat, donc un reste à vivre, supérieur à 2 parents qui travailleraient au SMIC. C'est pas acceptable. Donc moi je considère que le vrai besoin, mais c'est un projet de société, c'est récompenser le travail.
et vraiment rendre au travail ces lettres de noblesse et créer un écart important avec les revenus de l'assistance. La solidarité, oui. Aider les gens qui ne peuvent pas faire autrement, évidemment. Quand on a un accident de parcours, qu'il y a une solidarité qui s'engage avec le chômage, voire le RSA, C'est oui. l'idée, oui. Mais avec un écart très important par rapport au travail. Et c'est pour ça qu'avec la droite républicaine, on propose que tout cumulé hors aide au handicap, tout cumulé, on ne puisse pas atteindre plus de 70% du SMIC. Pour qu'il y ait un vrai écart et qu'il y ait une récompense à aller travailler. Ce sera la toute dernière question, parce qu'on n'a vraiment plus de temps du tout. Vous êtes en train de dire que je suis bavard. Ouais, Non, pas du tout. Mais si vous aviez un titre de Jean-Jacques Goldman pour décrire la séquence politique. Ah, vous savez que... Je sais tout, je bosse bien, hein, vous avez vu. Waouh, je suis un fan absolu de Jean-Jacques Goldman. Un titre. Et pas de Pierre. Comment ? Pierre Goldman. Ah oui, non, c'est autre chose. Ah, vous me l'auriez fait réfléchir 2 secondes. Ah bah dommage. avant. Ah bah alors, tant pis. Tu parles. Oui, c'est ça, pas mal. Non, Pas j'y ai mal. pensé, mais non, le Premier ministre est loin d'être parti. Ah, Paul Renvoquier, je marche seul. Pas mal. Ah oui, bah, j'aurais dû te poser la question directement, quoi. Je marche Ok. seul. C'est pas la situation politique aujourd'hui, au contraire. Je vous la tweet. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, vous nous la tweeterez alors plus tard. Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun, d'avoir Merci à participé à Légistream. Et puis, on va vous demander de céder votre place à Madame Catala, qui est juste derrière vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne émission. Bonjour, Gabrielle Catala, installez-vous. Bonjour. Bienvenue dans Légistream. Merci. Voilà, donc sur Twitch, la chaîne parlementaire, vous connaissez un petit peu le principe, vous avez Oui. vu un petit peu. Bon, bah super. Je vous présente très rapidement, députée La France Insoumise du Val d'Oise, c'est Aude à l'Île-de-France aujourd'hui dans Légistream. Et on va commencer évidemment avec vous tout de suite par le dossier qui anime entre autres l'Assemblée en ce moment, jusqu'à jeudi pour les débats et mardi prochain pour le vote solennel. Je vous parle de la proposition de loi, alors je dis le titre exact, visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Et si je résume pour vous, le piège, c'est plutôt le texte lui-même, je me trompe ? Oui, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est un titre grandiloquent. Et quand on regarde le texte, ça ne correspond pas du tout au titre. Là, la loi narcotrafic, c'est un peu les deux ministres qui veulent montrer les muscles pour faire comme s'ils avaient des solutions sur la criminalité organisée. Or, il y a un an, vous vous rappelez, il y avait eu ces grandes annonces sur les opérations Place Nette en disant dans un an, il n'y aura plus de narcotrafiquants. Puis un an après, ils sont toujours là, donc ils présentent une loi. Et quand on regarde cette loi, finalement, ce n'est que des dispositions répressives qui vont à l'encontre de tout ce que préconisent les syndicats, les associations, les personnes qui sont spécialisées sur le sujet et qui ne vont pas empêcher la criminalité organisée d'œuvrer et qui risquent plutôt de créer un précédent d'atteinte aux droits fondamentaux qui un jour s'appliqueront à tout le monde. Et je voudrais parler de certaines dispositions. Par exemple, on a eu cette surprise en commission de la disposition qui crée des quartiers hautement sécurisés dans les prisons, dans 2 endroits en France. Ça a été annoncé par M. Darmanin. Et là, on revient à un régime d'isolement en prison où les personnes subiront des fouilles systématiques avant d'aller au parloir, où elles seront coupées de leur famille, où elles n'auront plus d'activité. Et finalement, tous les rapports d'associations, du Conseil de l'Europe, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montrent que ça va juste rendre les gens fous. Oui, même la contrôleuse des lieux de privation de liberté, Mme Simoneau aussi. La CGLPL, la défenseur des droits qui a rappelé à plusieurs reprises que ça violait la Convention européenne des droits de l'homme et que c'était contraire à la Constitution, que ce n'allait pas dans le bon sens. Donc là, on est sur une disposition d'affichage. On pourrait en rire, ça ne servait à rien, mais c'est extrêmement dangereux. Et quand on regarde le détail de la loi, donc ça s'applique à la criminalité organisée. Et je veux rappeler que, par exemple, dans la criminalité organisée, on a l'association de malfaiteurs et que l'infraction d'association de malfaiteurs, qui est dénoncée par, pareil, des associations comme Amnesty International, dans notre pays, récemment, elle s'est appliquée aux militants qui luttent contre le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Elle s'est appliquée à des personnes qui défendent les personnes exilées aux frontières. Et donc on voit les dérives, le dévoiement du texte. Dévoiement, d'autant plus que c'est une comédie, puisque bon, ça c'est la technique parlementaire, mais en fait cet amendement qui a permis au ministre de discuter de ces dispositions aurait dû être irrecevable parce que ça n'a pas de lien avec le texte initial. Oui, et donc nous, c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Voilà, un cavalier, exactement. Alors, je vais laisser mes camarades... oui, voilà. Mais juste tout simplement pour faire un lien en fait avec notre précédente invitée qui était donc Vincent Jeanbrun à la droite républicaine, plutôt
même très, hein, pour résumer les choses. Mais ce que j'aimerais vous soumettre, c'est son exemple à lui, qui est très précis, et il vient de nous en parler là, il y a quelques minutes. Il nous dit, moi, voilà, ma maison, vous le savez, a été attaquée, voiture bélier enflammée. Les policiers lui ont dit, il l'a raconté partout, hein, dans la presse, dans plusieurs médias, s'ils avaient pu aller un tout petit peu plus loin, s'ils avaient pu enquêter avec de meilleurs moyens, on aurait pu retrouver aujourd'hui les auteurs de ce crime. Moi, aujourd'hui, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, et je ne peux rien leur dire d'autre qu'ils courent toujours. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, je lui réponds qu'il a trouvé la solution tout seul, puisqu'il parle lui-même de moyens, et que c'est exactement le sujet qui n'a pas pu être débattu dans le texte. Vous savez, on en parle peu, pareil, mais dans le budget qui a été imposé par M. Bayrou, par le 49.3, il y avait la suppression de 5000 postes d'officiers de police judiciaire. Dans le Canard enchaîné a montré la semaine dernière qu'il manquait 2500 enquêteurs en France sur le narcotrafic. Ensuite, on a aussi des défaillances sur la formation de ces enquêteurs, puisque la police judiciaire, parce que les moyens sont mis sur le maintien de l'ordre, les CRS, etc., mais tout ce qui relève de l'enquête, la formation de ces enquêteurs-là a été paupérisée. Les policiers n'ont pas de fichiers à jour. Parfois, le système informatique ne fonctionne pas. C'est pareil pour la justice, le système informatique qu'on appelle Cassiopée. Et on en parlait hier aussi sur LCP, mais il y a aussi un problème de la justice, puisque dans un pays où la justice est censée être indépendante, les grandes enquêtes complexes devraient être confiées prioritairement à des juges d'instruction. Or, dans notre pays, il y a à peine 600 juges d'instruction. Je prends l'exemple du parquet de Nanterre, par exemple, où ils ont en ce moment 122 dossiers chacun. Je ne vois pas comment on peut enquêter rapidement sur des dossiers parfois extrêmement complexes quand on a 122 dossiers avec des viols, des meurtres, etc., sur lesquels il faut aussi avancer. Une instruction dans notre pays, une affaire en instruction, c'est 36 mois. Ça veut dire 3 ans d'enquête, sans compter les enquêtes encore plus complexes qui, elles, peuvent prendre jusqu'à 10 ans. Là, si on veut parler de criminalité organisée, c'est pas la question du narcotrafic, mais l'enquête sur M. Sarkozy, sur les liens avec Kadhafi, a pris 10 ans parce qu'il n'y avait que 2 magistrats sur le sujet qui avaient d'autres dossiers à traiter. Par ailleurs, Et là, on met les moyens, dans ce projet de loi, une des réponses sur la justice, c'est de créer un parquet spécialisé. Ouais. Mais ça ne sert à rien, puisque dans notre pays, il y a déjà la JUNALCO, qui est la juridiction nationale pour lutter contre la criminalité organisée. On a les JIRS, qui sont les juridictions interrégionales, qui, pareil, manquent de moyens. Et ça, on n'a pas pu en parler, puisque dès qu'on veut en parler, les amendements sont censurés ou le ministre ne répond pas à nos interpellations. Et c'est ces juridictions-là qui devraient être renforcées, parce que créer un nouveau parquet, qu'est-ce que ça va faire? Les magistrats qui étaient dans une juridiction différente vont être affectés à ce parquet. Ils ne seront pas plus nombreux, puisque malgré le fait qu'on ait voté il y a moins de 2 ans la loi de programmation qui promettait tant de greffiers, tant de magistrats supplémentaires d'ici 2027, qui est en fait une loi non contraignante, là, le budget de cette année ne respecte même pas cette loi de programmation, c'est-à-dire le nombre de magistrats qui vont être recrutés est en dessous de ce qui avait été prévu. Il manque de 150 millions par rapport à ce qui avait été voté. Et les greffiers, par exemple, quand on nous promet 1800 greffiers qui doivent être aux côtés des magistrats pour faire fonctionner la justice, c'était 1800 d'ici 2027, mais en fait, on a découvert que dans les 1100 personnes, c'était juste des personnes qui allaient changer de poste, mais qui n'allaient pas être des nouveaux recrutements. D'accord. Et donc, il y a un problème de moyens des services publics, avant tout. Tout existe déjà, il suffirait tout existe déjà, il suffit de donner de moyens concentrer les moyens là où ils devraient être et de donner des moyens supplémentaires pour les enquêtes. Fanny. Justement, vous parlez de moyens, on a parlé de recrutement, on a parlé de formation, on a parlé de la justice. Ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Est-ce que l'urgence, c'est pas maintenant, indépendamment de toutes ces solutions que j'imagine la France insoumise partage? Qu'est-ce que vous, à titre personnel, vous voudriez mettre en place tout de suite pour lutter contre le narcotrafic? Mettre en place tout de suite, par exemple, la suppression des 5000 postes, postes dans le budget, voilà, si ça n'avait pas été supprimé, peut-être que... C'est encore une fois un processus qui peut prendre un peu de temps. Ça. Et le processus peut prendre du temps, mais on peut déjà, par exemple, réorienter certains ETP, enfin certains équivalents temps plein, sur ce type d'enquête, de la même manière que, en réalité, dans un budget, il y a la possibilité de réallouer des moyens extrêmement vite. Typiquement, si vous prenez là, ça n'a pas gêné M. Bayrou de geler 1,1 milliard d'euros sur le budget de la sécurité sociale. Par décret, il aurait pu abonder en urgence les fonds pour la police judiciaire pour qu'il y ait plus d'enquêteurs, pour que le logiciel soit mis à jour et pour que les logiciels fonctionnent. Les enquêtes, il faut les prioriser.
Et quand on lutte contre la criminalité, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. En fait, c'est un leurre de faire croire aux gens que toutes les enquêtes peuvent être résolues en l'espace de 3 mois, que tous les criminels vont être arrêtés en moins de 2 mois. Et il y a une autre question qui a été complètement occultée, c'est le débat sur la légalisation du cannabis. Oui, alors. Parce que la légalisation du cannabis, il y a une très grande hypocrisie. Bon, j'écoutais le... Oui, voilà, vous étiez presque là. qui était là juste avant. Il me semble que dans notre pays, alors que la cigarette et l'alcool ne sont pas des produits a priori nécessaires à notre société et qui créent aussi beaucoup de problèmes, de maladies, etc. De gros dégâts, oui. Des gros dégâts, voilà, en termes de violence conjugale, d'accidents de la route, de plein de choses. Et l'État a décidé, avec la loi E20, avec plein de mesures de prévention, de s'orienter sur l'alcool, sur pas uniquement de la répression. Et le cannabis, c'est pareil. Le cannabis, il est légal à des fins thérapeutiques. Et il pourrait être légalisé à des fins récréatives, comme l'ont fait de nombreux pays. Mais qu'est-ce que vous dites par là ? On entend et on suit votre raisonnement, mais si on poursuit la logique, c'est qu'en légalisant le cannabis, on arrête le narcotrafic. Non, on n'arrête pas le narcotrafic, mais on enlèverait déjà une part énorme, des millions d'euros, de la poche de narcotrafiquants. Et finalement, ça ramènerait aussi beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, puisque comme la cigarette et l'alcool, les gens achèteraient du cannabis dans des magasins agréés, donc ça ferait pour l'État des recettes de TVA, et ces recettes-là permettraient de financer une politique de prévention. Et pareil, le taux de la même manière qu'au-delà d'un certain seuil, le degré d'alcool est interdit en France, le taux de THC serait contrôlé par l'État, la vente serait interdite aux mineurs. On sait que le cannabis est dangereux pour les mineurs, il est même dangereux avant 25 ans. Ouais. Et donc si tout ça était contrôlé avec une politique avant tout de santé publique et pas de répression qui ne fonctionne pas du tout, on rappelle souvent ce chiffre qui n'intéresse pas, pareil, M. Darmanin et M. Retailleau, mais la France est le 3e pays où les personnes le consomment le plus de stupéfiants, oui, alors qu'elle a la politique la plus répressive. Bien sûr. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faudrait peut-être que, à force de rapports parlementaires, de rapports d'associations spécialisées sur les addictions, et à force il faudrait regarder ce qui se passe dans les autres pays, notamment le Portugal, qui depuis 2001 a une politique de santé publique totalement différente de la nôtre, qui a montré des effets positifs. Pareil dans l'État de New York, en fait, avec la légalisation, la consommation des mineurs a baissé. Le Canada, c'est pareil, l'Uruguay n'est pas revenu sur sa décision. Dans le débat, à un moment, on a eu Mme Le Pen qui nous a dit que tous les pays étaient revenus sur leur décision sur le cannabis, ce qui est totalement faux. Tous les pays qui ont légalisé le cannabis ne sont pas revenus sur leur décision. Et comment vous expliquez que, malgré ces faits-là, les rapports du CESE, je crois qu'il y avait eu un rapport du CESE, je ne vais pas dire ils s'en foutent, mais ça rentre, les faits, ça n'existe pas. Comment vous expliquez ça, qu'ils n'arrivent pas à entendre en tout cas cela ? Parce que quand on est de droite, je pense qu'on poursuit un agenda électoraliste et que la répression, ça plaît à une certaine frange de l'électorat. Et donc il est plus facile de répéter un certain nombre de mensonges qui sont répétés mais qui n'en font pas une vérité, que lire concrètement des rapports et avoir une approche rationnelle des problèmes. C'est la même chose sur tous les sujets. D'ailleurs, on va nous dire que si on taxe plus les riches, ils vont fuir le pays. Tous les rapports montrent que ce n'est pas vrai, mais ils vont continuer à le répéter parce que ça plaît à leur électorat. Et sur le cannabis, c'est exactement pareil. On veut faire passer les gens qui consomment les stupéfiants pour des méchants, alors qu'en réalité, la plupart du temps, c'est des gens qui ont avant tout un problème d'addiction. Et quand on regarde les mineurs, c'est avant tout des victimes du système. Et ça leur permet, tout ce débat là sur le narcotrafic leur permet d'exister. C'est comme quand M. Darmanin va sur France 2 annoncer ses prisons et la loi qui va avec. C'est un leurre, puisque là, pareil, c'est de la technique parlementaire, mais en réalité, ces prisons peuvent être créées par décret. Nous n'avons même pas besoin de passer par la loi pour créer son nouveau régime de quartier haute sécurité. Et il va bien se garder de préciser que M. Badinter avait supprimé il y a 40 ans le même type de régime, parce qu'il y a 40 ans, on s'était déjà rendu compte que ça n'arrangeait pas les individus, que ça les rendait dingues et que ça favorisait la récidive. Et que notre pays ne s'illustrait pas dans le classement des pays qui respectent les droits fondamentaux quand on met en place ce genre de mesures. Et sur cette question-là, il y a une question de Yapuka dans le chat qui dit « Avec les largesses des lois antiterroristes et contre le narcotrafic, le risque d'un gouvernement autoritaire en 2027 n'est-il pas plus important ? Comment la gauche s'organise en prévision des élections afin d'éviter d'avoir encore le RN au second tour et possiblement à la tête de l'État ?» Oui, exactement. Toutes ces lois rendent service à l'extrême droite.
Vous vous souvenez, il y a ce livre qui était sorti récemment qui s'appelle Récidive 1938, qui montre qu'à la fin des années 30, il y a plein de lois qui ont été mises en œuvre, par exemple la facilité de déchoir des personnes de leur nationalité et qui ont été utilisées après par le régime de Vichy contre les Juifs. Et là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que toutes les mesures qui sont mises en place peuvent être utilisées ensuite par un régime d'extrême droite contre des militants, des syndicalistes, des opposants. Si vous prenez par exemple récemment la loi séparatisme, elle était censée permettre de dissoudre des associations islamistes proches du terrorisme. En fait, la loi séparatisme, elle a servi à dissoudre des associations antifascistes, elle a servi au pouvoir pour essayer de dissoudre les soulèvements de la terre. Et je le dis d'autant plus que hier, c'était l'anniversaire des 2 ans de Sainte-Soline et que le pouvoir ne s'est à aucun moment excusé, qu'il a voulu dissoudre les soulèvements de la terre qui, avec la loi séparatisme, le Conseil d'État a dit non sur ce truc, mais a quand même préparé une jurisprudence assez inquiétante sur la dissolution d'associations. Et alors que les bassines sont aujourd'hui interdites par la justice administrative, pareil, le pouvoir n'est pas revenu sur ses déclarations et sur son attitude. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que cette loi, elle étend la loi renseignement de Bernard Cazeneuve, qui était une loi antiterroriste qui devait être temporaire, s'appliquer uniquement au terrorisme, et qui ensuite a été étendue. Mais qui a aussi peut-être permis de déjouer, c'est pas peut-être, elle a aussi permis de déjouer ça, on n'en sait des rien, attentats. Puisque en raison du secret de la défense nationale, les parlementaires n'ont pas d'accès au rapport de cette loi. Donc là, on a légiféré à l'aveugle, puisqu'on nous a présenté les vertus de cette loi, sans nous démontrer à aucun moment qu'elle avait été utile. Et c'est le ministère lui-même et la CNCTR, la Commission nationale des techniques de renseignement, qui nous a jamais démontré qu'un attentat avait été déjoué. Et rappelez-vous de cet article, c'était en 2022, je crois, qui expliquait qu'entre 2013 et 2021, sur 58 des 59 attentats déjoués en France, c'était grâce au renseignement humain et que c'était une source humaine qui était décisive dans 100% des cas. Donc là, pareil, sur le renseignement, que ce soit la DGSI ou le renseignement extérieur, la DGSE, ce qui compte, c'est les sources humaines, ce n'est pas les algorithmes qui en fait vont détecter des comportements suspects et vont permettre, en fait, pour trouver une potentielle personne suspecte, vont espionner toute une batterie de personnes qui se retrouvent écoutées alors que peut-être qu'à la fin, il n'y a rien. Voilà. Sans être spécialiste, loin de là, on le sait aussi, ça a fait ses preuves, le fait de pouvoir remonter certaines messageries cryptées, chiffrées. Évidemment que ça apporte des preuves, notamment dans le terrorisme. Alors, ça apporte des preuves quand on a une suspicion sur un individu qui a déjà eu un être humain. Évidemment, les services de renseignement s'adressent ensuite à l'entreprise qui gère ce type de messagerie, Telegram, etc., Facebook, tout ça, Messenger. pour avoir accès aux conversations. Mais espionner toute une catégorie de personnes, a priori... C'est ce que vous craignez, en tout cas, dans ce texte. Et c'est pareil avec le dossier coffre, c'est pareil avec toutes les mesures qui sont prévues dans cette loi. Il y a aussi cette mesure extrêmement inquiétante qui, là, pareil, serait un danger dans le cas où un pouvoir d'extrême droite arriverait en 2027. C'est la capacité pour le préfet de fermer des petits commerces lorsqu'il y a une suspicion de trafic. Oui, d'enrichissement illégal, en tout cas bizarre. Il y a une suspicion, sauf que ce n'est pas du tout encadré, et que lorsqu'on a débattu de cette mesure, en fait, c'est un pouvoir administratif, donc il n'y a pas de juge, de magistrats indépendants qui interviennent dans la situation. L'extrême droite a donné les exemples de bar à chicha, de kebab, de boucher du coin, et de je ne sais quoi d'autre, qui étaient en fait que des exemples de petits commerces qu'on trouve dans les quartiers populaires. Et donc ça voudrait dire que des préfets nommés par un pouvoir d'extrême droite, finalement, discrimineraient sur un simple soupçon des personnes des quartiers populaires. Et on le sait, peut-être des personnes parce qu'elles sont racisées, parce qu'elles tiennent des petits commerces et parce qu'elles ont le malheur de réussir d'un point de vue commercial et de faire des profits. Oui. Et donc la question, à la base, c'était comment la gauche, pour reprendre tes mots, c'est OK, et comment vous vous préparez à ça, comment vous vous rassemblez, parce que là, vous êtes en contre, et donc vous vous opposez à ce type de texte. On a plein de propositions. On l'entend. Alors, est-ce que... Nous, on a proposé, d'ailleurs, c'était bien avant le début de la proposition de loi, notre contre-plan sur le narcotrafic, en rappelant tous les moyens qu'il faut pour les juridictions spécialisées, qu'il faut un retour de la police de proximité qui existait sous François Mitterrand, qui a été supprimé, en disant qu'il fallait davantage de moyens
pour les enquêtes, qu'il fallait que les policiers soient mieux formés, qu'il fallait que les logiciels de police fonctionnent Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous correctement. entend pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... On ne nous entend pas parce qu'il ne nous aura pas échappé que la plupart des médias français appartiennent à Vincent Bolloré et qu'avoir une doctrine différente en matière de police, Nous, on appartient à n'est l'Assemblée. Voilà, vous Exactement. appartenez à l'Assemblée, donc c'est pour ça qu'on peut en parler. L'attention médiatique, il y a quand même une extrême droitisation de l'espace médiatique, des médias et du débat public, qui fait qu'il est difficile d'être audible sur un récit qui ne convient pas à ce qu'attendrait l'ordre établi. Donc, sur la question sur comment on fait, nous, on a toujours la même, mais c'est au-delà du narcotrafic en général. Nous, on a des propositions claires, elles sont chiffrées. On porte un programme de rupture totale avec la politique actuelle en matière sociale, en matière écologique, en matière de liberté fondamentale, et que ce n'est que en étant clair, cohérent et en ayant un programme de rupture avec le macronisme qu'on peut vaincre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella si elle est inéligible en 2027. Je reviens un petit peu sur ce que Oui. vous avez dit sur les médias. Est-ce que c'est pas aussi votre responsabilité finalement de vous rendre audible? Vous avez participé à la campagne de François Hollande. À ce moment-là, vous avez réussi à l'être. Donc qu'est-ce qui pêche aujourd'hui? Pourquoi Je vous entends moins. Oui, effectivement, c'est moins. Vous avez le sentiment que c'est moins, en tout cas, dit dans les médias. Est-ce que c'est pas simplement que vous avez du mal à vous donner des arguments qui vous rendent audible et qui percutent? Non, on n'a pas de mal à donner des arguments. Moi, je pense que, par exemple, dire qu'il manque, sur le narcotrafic, qu'il manque de 1500 enquêteurs, ce qui est une information avérée, que 5000 postes ont été supprimés, qu'il n'y a pas assez de magistrats dans le pays, etc., je pense que c'est des arguments audibles. C'est juste que quand on a le débat parlementaire qui dure pratiquement 10 jours et qu'on ne peut pas discuter de ces sujets-là parce que dès qu'on les évoque et qu'on pose des questions au ministre, il répond juste défavorable ou il fait comme si la question n'avait pas été posée. L'attention médiatique, là, regardez en ce moment, on ne peut pas discuter forcément de narcotrafic de manière approfondie, puisque les médias, on sait comment ils fonctionnent. Ça va être des émissions très courtes où il y a plein de sujets à aborder. Alors, c'est vraiment pas le cas ici, pour le coup. Pas ici, mais mais là, vraiment, C'est un peu une généralité. si vous passez un soir sur une chaîne privée comme BFM ou comme CNews, vous avez plus de chances qu'on discute de l'interdiction du voile dans les compétitions sportives pendant 20 minutes ou de slogans qui auraient été scandés à une manifestation contre le racisme qui n'ont pas existé, que de sujets sérieux et en même approfondis. temps, le détail de cette loi sur le narcotrafic est dit dans les médias aussi. Donc ça va un peu à l'encontre. Mais dans les médias, nous, on porte la même... Là, ce que je vous dis sur le fait que le régime de détention extrêmement sévère et attentatoire aux libertés fondamentales, qu'il est très dangereux et qu'il bafoue toutes les conventions internationales que la France a ratifiées, c'est un argument qu'on a déjà porté. Après, les gens, ils veulent l'entendre ou ils veulent pas l'entendre. Mais défendre, par exemple, les droits des détenus, c'est pas à la mode dans notre pays. Donc, forcément, c'est plus difficile d'avoir une posture humaniste et de rappeler qu'un individu ne se définit pas forcément uniquement par ses fautes et que le but de la peine, c'est pas uniquement de punir, parce que la justice n'est pas là pour être une vengeance, mais la justice est là pour à la fois sanctionner l'individu, mais faire qu'il s'insère et se réinsère. Réparer, Mais c'est quelque chose qu'on va répéter. Et ensuite, soit c'est entendu, soit ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est un principe humaniste sur lequel nous, on doit rester droit dans nos bottes et intangible. Et justement, vous parliez du MJS tout à l'heure. Vincent Jeanbrun nous avait raconté qu'un ancien du MJS lui avait raconté comment il y avait des magouilles pour les inscriptions, pour faire les cartes, etc. C'est pas vous, la personne du MJS, qui lui avait raconté cette anecdote? Moi, j'étais au MJS moins d'un an, en 2012. C'était Non, c'est pas- peut-être pas vous, alors. Donc, Très c'est bien. pas- Bon, donc, alors, c'est pas non, mais moi on qui mène dis les l'enquête. fausses On a promis à Vincent Jeanbrun qu'on mènerait l'enquête et on remonterait la filière en respectant les droits de chacun, Non. évidemment. Non, En il nous vrai, reste... pour être plus sérieux sur la question sur Ouais. vous. Et après, c'est- on va avancer un petit Oui, peu. bien sûr, mais c'est sur un autre sujet. En Vas-y. plus, Stioffan qui vous demande où est-ce qu'on en est de votre commission d'enquête sur l'impact des Jeux Olympiques qui avait été annoncée à grand bruit par Clémence Guettet, dont Madame la députée faisait partie, mais qui s'est, d'après Stioffan, dégonflée du fait de l'adoption populaire de l'événement. Non, pas du tout. On a mené notre commission d'enquête populaire à l'issue des JO, donc en septembre 2024. On a fait un certain nombre d'auditions
Moi, je m'occupais du volet liberté fondamentale, surveillance, etc. D'autres collègues se sont penchés sur le coût réel de JO, d'autres sur le nettoyage social, puisqu'environ 20 000 personnes, Ont été délogés. le revers de la médaille qui a démontré ça, ont été délogés, qui a publié aussi un rapport plus récemment. Et moi, à l'issue de toutes les auditions que j'ai faites, de syndicats de la magistrature, la Quadrature du Net, Amnesty, des avocats qui ont défendu des personnes qui ont été assignées à résidence sans fondement, etc., j'ai saisi la défenseure des droits, qui a annoncé qu'elle ouvrait une enquête et qui est toujours en train de mener une enquête sur le sujet. On a également auditionné la semaine dernière à l'Assemblée les collègues qui s'occupaient de la mission d'information sur les JO et notamment qui ont dit qu'il fallait prolonger l'expérience de la vidéo algorithmique. Or, ça ne sert à rien et nous, on a saisi le Conseil constitutionnel sur cette mesure parce que la prolongation de la vidéosurveillance intelligente est dans la loi sûreté dans les transports. Et tout montre à dire qu'elle n'a servi à rien pendant les JO. Et nous avons surtout rendu un rapport final qui fait environ 60 pages où nous détaillons toutes les auditions que nous avons faites et toutes les conclusions auxquelles nous ont mené ces auditions, qui est en ligne sur le site de la France Insoumise. Très bien. Voilà. Dernière, alors il nous reste 5 minutes à peu près, en tant qu'ancienne du MJS, vraiment c'est pour plaisanter, mais comment vous regardez vos collègues socialistes justement vis-à-vis de la réforme des retraites? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous là, dans les jours à venir? J'espère que, après plusieurs mois de naïveté, puisqu'il fallait vraiment être extrêmement naïf, être de très mauvaise foi, ou avoir, ce qui est sûrement le cas, ce qui est d'ailleurs le cas, signer un pacte de non-censure avec M. Bayrou, parce que les socialistes ne veulent pas de dissolution et ils ne veulent pas de présidentielle anticipée, donc ils préfèrent se maintenir le pays tel quel jusqu'en 2027, à défaut de censurer M. Bayrou. Ah, donc pour vous, c'est la survie de François Bayrou, du Premier ministre, n'est même pas en jeu, n'est même pas en question. Là, pour vous, il tiendra jusqu'en 2027 ? Non, je ne pense pas qu'il tienne jusqu'en 2027. Il va tenir sûrement encore quelques semaines. Mais les raisons de censurer M. Bayrou étaient déjà là depuis le début. Déjà, il est illégitime, il n'avait rien à faire ici. Il fait partie d'un mouvement qui a perdu les élections. Ensuite, il a promis aux socialistes, en échange d'une non-censure, ce conclave sur les retraites, qui était une mascarade, puisque, rappelez-vous, le MEDEF avait un droit de veto, donc il était évident que ce conclave n'allait pas aboutir sur un consensus syndical pour abroger la retraite à 64 ans et revenir à 62. Monsieur Bayrou à Madame Borne dans son gouvernement, qui est celle qui a déclenché le 49.3 sur les retraites, Monsieur Darmanin, qui est celui qui a réprimé toutes les manifestations, et il a dans le groupe parlementaire, le MoDem, toutes les personnes qui ont obstrué notre débat sur l'abrogation de la retraite à 64 ans en novembre dernier. Donc il était évident qu'il n'allait pas tout d'un coup réfléchir et se dire que oui, ce serait bien d'abroger la réforme des retraites. Si la réforme des retraites doit être abrogée, il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour le faire, et c'est à l'Assemblée nationale que cela doit se passer. Et donc les socialistes ont trahi leurs promesses, puisque au début, ils étaient pour l'abrogation de la retraite à 64 ans et le retour progressif vers 60 ans. Ensuite, ils étaient pour une sorte de suspension de 6 mois, ce qui n'a aucun sens, qu'en 6 mois, les caisses ne peuvent pas se mettre à jour dans tous les cas. Ensuite, c'était 3 mois, ce qui est encore plus ridicule. Et ensuite, de voir qu'une discussion syndicale dans un conclave encadré par le Premier ministre, où le Premier ministre a essayé aussi de s'affranchir des chiffres du Conseil d'orientation des retraites sur le déficit des retraites qui ne lui conviennent pas, et de demander une mission flash à la Cour des comptes qui lui a donné tort. Et là, les socialistes, finalement, sont pris au piège de toutes leurs manœuvres ridicules, puisque le conclave est terminé. Alors, c'est pas ce qu'eux disent, vous le savez très bien. Les socialistes vous répondront qu'il peut encore sortir des évolutions intéressantes de ce conclave. Pour corroborer le récit qu'ils ont voulu raconter. Mais le fait est que la retraite à 64 ans ne va pas être abrogée, que maintenant il y a des débats sur la retraite par capitalisation et sur la fin du régime par répartition, ce qui était le but de M. Bayrou, en fait, avec ce conclave, d'engager un débat sur ce sujet. 5000 classes vont être fermées à la rentrée, conséquence du budget de l'éducation qui n'ont pas censuré. M. Bayrou a gelé 1 milliard d'euros sur l'assurance maladie, alors que le budget de la sécurité sociale était déjà très austéritaire et que le budget de la sécurité sociale, c'est une trajectoire. Donc, même s'il avait été censuré, la sécurité sociale aurait continué à fonctionner. Et ensuite, moi, si j'étais socialiste, je serais extrêmement gênée de ne pas censurer quelqu'un qui a menti à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale sur un scandale pédocriminel, qui va être auditionné par une commission d'enquête où là, il devra, je pense, je serais lui, j'éviterais de mentir puisque c'est sous serment, donc il s'est passible de poursuites pénales.
et qui a menti, au-delà de mentir devant l'Assemblée nationale, qui a menti devant les médias, devant les victimes de ce scandale, et qui, là, pour les semaines à venir, pour vous, là, promet... le soutien, en tout cas la non-censure du Parti socialiste, des députés socialistes, est absolument inexplicable. Ah oui, c'est une trahison totale. Et quand on voit ce qui est prévu à l'agenda parlementaire, on nous dit bien sûr, oui, il y a la loi fin de vie, etc. Mais on n'a pas besoin de M. Bayrou pour mettre la loi de fin de vie à l'ordre du jour. On l'a proposé bien avant lui. Ils veulent repousser fin de vie pour mettre à jour la réintroduction des néonicotinoïdes. Oui. C'est-à-dire des pesticides dangereux, alors que les 3/4 des abeilles ont déjà disparu dans notre pays et que ça met en péril les générations futures de tuer tous les pollinisateurs. On arrive en fin d'émission. Il y a eu quelques questions qui réagissaient sur les retraites. Et il y a quelqu'un qui dit « À quand la retraite de M. Mélenchon ?» C'est vrai on est à 2 ans, même 1 an et demi du début des présidentielles. Et il y a certains militants insoumis qui disent « Bon, on adore le vieux, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais il a un peu fait son temps, il commence à fatiguer certains militants par ses sorties. » Est-ce que pour vous, c'est votre candidat pour 2027 ou est-ce qu'en interne, il y a déjà, certains parlent d'une Clémence Guettet, d'autres d'un Manuel Bompard. Vous, c'est quoi votre position pour 2027 Moi, ma position pour 2027, c'est de soutenir le candidat qui sera le candidat désigné par notre mouvement. Et vous me dites que M. Mélenchon, certains militants veulent qu'il prenne sa retraite, mais moi, il y a quand même les 3/4 des personnes que je fréquente qui souhaitent que M. Mélenchon soit candidat en 2027. Et il est la personne, aujourd'hui, la mieux placée pour ce cas-là, puisque quand on regarde les sondages, avec les biais des sondages, évidemment, qui sont quelques années avant une élection, il n'a jamais été aussi haut dans un sondage à 2 ans d'une présidentielle, et tous les candidats de gauche sont dans les choux par rapport à lui. Donc quand je vois par exemple M. Faure qui vient dire qu'il faut un candidat en dehors de la France insoumise, bonne chance pour faire gagner la gauche sans un candidat de la France insoumise en 2027. Parce que quand il faut faire barrage à Mme Le Pen et à M. Bardella, et quand il faut rester droit dans ses bottes, et quand les gens se rendront compte que les socialistes n'ont pas censuré 5 fois, se rappelleront qu'ils ont évité de censurer M. Bayrou 5 fois de suite alors qu'il n'a même pas respecté les élections, M. Faure ferait bien déjà de renoncer lui-même à l'élection présidentielle et de s'occuper de son congrès. Oui. Pardon, je m'extirpe oui. des questions de fond qu'on a abordées en longueur parce que je vois que l'heure tourne. Je me permets juste de vous demander ce que représentent ces pins. Parce que depuis tout à l'heure, on les a devant nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a envie il y en a un que moi je connais bien. Ça, c'est le baromètre, Voilà. C'est une cocarde qu'on nous donne quand on est élu avec l'écharpe, le règlement de l'Assemblée nationale, Exactement. le premier jour quand on arrive et qui est un pins que portent la plupart des députés. L'autre, c'est un micro. Et là, c'est un pins où il y a écrit Révolution, Victoire et Solidarité en anglais, avec un drapeau palestinien et un drapeau cubain, parce que j'étais à New York il y a 10 jours en déplacement parlementaire pour l'examen de la CSW, c'est-à-dire c'est la commission sur la condition de la femme des Nations Unies. C'est un examen annuel des droits des femmes qui est fait à New York. Et à New York, l'Amérique de Trump est évidemment très violente. Et certains étudiants sont exclus de l'université parce qu'ils soutiennent la Palestine. Et un étudiant qui soutient un mouvement palestinien et qui est lui-même d'origine palestinienne de Columbia a été arrêté chez lui, détenu dans un lieu tenu secret auquel ses avocats au début n'avaient même pas accès, loin de l'État de New York. Et on l'a menacé de l'expulser. Et quand ils ont su qu'il avait une carte verte, donc il avait un titre de résidence permanent, l'administration de Trump, de l'immigration, a décidé que sa carte verte était suspendue. Ce qui est en dehors de tout cadre légal, et ça montre bien le risque de l'extrême droite. Et quand on regarde la trumpisation de la société française, c'est assez inquiétant. Et donc il y a un lieu à New York qui s'appelle le People's Forum, qui est un lieu qui soutient toutes les luttes anticoloniales, etc., et où ils m'ont offert ce pins. Voilà l'explication. C'était important, c'est vrai qu'on le voit depuis le début. Merci beaucoup, Gabriel Catala. Merci d'avoir participé à Légistream. Merci Fanny Veil, merci Hugo Perchois. Et à préciser qu'à 18h sur la chaîne de LCP, je ne sais pas si tu avais prévu de le dire. Pas du tout. Il y a l'audition de la professeure qui a dénoncé les crimes, les actes pédophiles à Betaram, qui va être auditionnée en commission d'enquête, et ce sera suivi sur la chaîne Twitch de LCP, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ou à suivre en tout cas cette affaire. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau stream sur Légistream.